Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal sur TV Sud Montpellier. Et dans les titres de ce vendredi 1er juillet, le TER à 1 €, c'est parti, mais pour le moment à titre expérimental, entre Nîmes et le Grau-du-Roi. Et cela ne fait pas que des heureux. Les élus et la presse qui ont fait le trajet ce matin ont été accueillis par des manifestants mécontents. Les ressortissants marocains présents dans la région sont appelés aux urnes depuis aujourd'hui. Ils sont invités à se prononcer sur la réforme constitutionnelle proposée dans leur pays par le roi Mohamed VI. Plusieurs bureaux de vote sont ouverts à Montpellier et à Sète. Et puis en fin de journal, vous aurez droit au dernier épisode des aventures de l'intrépide Jean Kahn au Printemps des Comédiens. Un bouquet final avant le retour de Jean Kahn qui nous réserve encore de nombreuses surprises cet été sur TV Sud. Mais on commence ce journal par une visite importante aujourd'hui en préfecture. René Ricol, commissaire général à l'investissement, est venu présenter le plan de 35 milliards d'euros annoncé par le président de la République qui financera notamment les projets d'initiatives d'excellence, les célèbres IDEX. Le projet montpelliérain conduit par les universités avait été retoqué une première fois, mais depuis, la candidature a été retravaillée. René Ricol est reparti rassuré par les initiatives montpelliéraines, visiblement aptes à l'excellence. Je vous propose de l'écouter, c'était en début d'après-midi au micro de Jean Brun. Je constate aujourd'hui, quand même avec bonheur, que sur les jurys qui se sont déjà prononcés, Montpellier, de façon spectaculaire, a eu 7 laboratoires d'excellence sur 9 présentés, ce qui est un score exceptionnel. Et puis le deuxième élément de satisfaction, c'est que, vous savez que nous cherchons à créer des pôles de visibilité mondiale, comme Oxford, comme Cambridge, comme ces grandes universités, à la fois pour l'attractivité de la France et en même temps pour permettre autour de bâtir des écosystèmes qui produiront de la richesse et de l'emploi. Eh bien, la dernière fois, j'avais dit que c'était même pas la peine de se présenter en présélection parce qu'il n'y avait pas de projet. Je constate aujourd'hui qu'il y a un vrai projet qui, évidemment, devrait être amélioré. Je ne peux pas dire s'il sera retenu ou pas, il y a une compétition internationale, mais je constate que c'est autre chose et donc un beau projet qui est en train de mûrir. Donc il y a encore sûrement des progrès à faire, mais Montpellier est en état d'être dans la compétition. 1 € le trajet en TER, c'était une promesse de campagne des élections régionales. Aujourd'hui, premier test sur une liaison Nîmes-le-Grau-du-Roi. Et la mesure devrait être progressivement étendue à toute la région d'ici 2013. Ce matin, c'était la présentation officielle de l'opération, en grande pompe évidemment. Olivier Brachard était du voyage. Gare de Nîmes, c'est le lieu qu'a choisi la région pour lancer l'aventure du train à 1 €. En attendant 2013 et la généralisation du dispositif, la ligne Nîmes-le-Grau-du-Roi est un choix stratégique en cette veille de période estivale. Je vais au Grau-du-Roi à la mer, on profite un peu de la mer. Ma mère elle dit que c'est moins cher qu'un café. Moi je viens du Nord en fait, ça fait déjà plusieurs années qu'il y a le train à 1 € en fait. Pour aller à la mer? Ouais, pour aller à la mer, ouais. Dans tout le Nord-Pas-de-Calais? Ouais, dans tout le Nord-Pas-de-Calais. Mais par contre, je crois que c'est que le week-end, mais ça fait déjà quelques années en tout cas. Durée du parcours, 50 minutes et quelques arrêts à l'ancienne qui raviront les nostalgiques. Et quelques vues également intéressantes de la petite Camargue. Aux commandes de ce premier train à 1 €, le président de région, tout content de mettre sur les rails une promesse électorale des dernières régionales. Le train, de toute façon, qu'il soit à moitié vide ou à moitié plein, il roule quand même. Les frais de base y sont. Et donc, il vaut mieux qu'il soit complètement plein. Et donc, voilà, l'idée du train à 1 €, c'est cela. Puis, ça donne beaucoup de pouvoir d'achat à nos concitoyens. 8 €, c'était jusqu'alors le prix plein tarif. L'été dernier, environ 130 000 voyages ont été enregistrés sur cette ligne. Région et SNCF espèrent bien sûr faire beaucoup mieux. Nous sommes mis d'accord sur le montage opérationnel de l'ensemble et sur le montage financier, c'est-à-dire que la région nous garantit un niveau de recettes équivalent à celui que nous avions l'an dernier. Et si on fait plus, ça sera un succès pour tout le monde et la région et la SNCF se partageront les bénéfices éventuels. Et si on fait moins, c'est la région qui compensera pour la SNCF par rapport à l'an dernier. Le train à 1 € sera testé sur 4 lignes dans les 4 autres départements de la région avant de généraliser le concept à l'ensemble du réseau TER.
Voilà, et à l'arrivée au Gros du Roi de ce premier TER à 1 euro, un comité d'accueil s'était mobilisé. Des commerçants mécontents de ce train régional à bas coût. L'an dernier, le Conseil général du Gard avait déjà mis en place le trajet de bus à 1,50 € entre Nîmes et le Gros du Roi. Edgar, c'était le nom de cette opération qui aurait entraîné, selon les commerçants, des problèmes en bord de mer. Je vous propose d'écouter deux réactions, celle d'un conseiller régional UMP et d'une commerçante du Gros du Roi, au micro d'Olivier Brachard. La crainte des commerçants, c'est ceux qui ont déjà vécu l'an passé avec le bus Edgar du Conseil général. Ils se sont retrouvés abandonnés avec un développement fort des incivilités, de la délinquance. Dans ces TER à 1 euro, il y aura inévitablement des gens qui, comme l'arrivée des cars, ont posé des problèmes dans le village. C'est tout. Voilà, et dans un autre registre, une autre manifestation, celle d'artisans de la paillade. Ils se sont rassemblés ce matin devant le siège d'Hérault Habitat. Ils dénoncent le non-respect d'une charte de bonne conduite signée avec Sogea, le groupe de travaux publics qui conduit le projet de rénovation en cours dans le quartier. Selon les artisans, Sogea s'était engagé à sous-traiter une partie des travaux aux artisans locaux. Pour eux, la promesse n'est pas tenue. Les professionnels réclament l'arbitrage du maître d'ouvrage Hérault Habitat. On écoute le président des artisans de la paillade au micro de Louis Monziès et Romain Bassac. Aujourd'hui, ils ne veulent pas respecter leurs engagements, donc nous on est là pour leur montrer qu'il faut qu'ils respectent leurs engagements. On demande à ce que la richesse reste ici et ne s'en aille pas dans d'autres villes ou dans d'autres régions, alors que nous ici, vous avez tous les artisans qui sont là devant vous, qui n'ont rien et qui n'ont pas de travail. Chambre des métiers qui devrait tenter de jouer les médiateurs entre Sogea et les artisans de la paillade. Le cours Gambetta est toujours en chantier. Ligne 3 du tram oblige, mais plus pour très longtemps. Après plus d'1 an de travaux, le calme devrait revenir d'ici la mi-juillet. Les marteaux-piqueurs et autres tractopelles laisseront place à un nouvel axe qui suivra les rails de la nouvelle ligne de tram dont la mise en service est toujours prévue pour avril 2012. Une bonne nouvelle donc pour les riverains et les commerçants qui subissent au quotidien les aléas du chantier. Nous sommes allés à leur rencontre. Écoutez. Ça va faire du bien parce que là pour circuler, surtout aux heures de pointe et tout, c'était infernal. Moi j'ai la moto, ça va, donc je pouvais un peu esquiver, mais quand j'ai la voiture, parce que je peux pas faire autrement, c'est une horreur, quoi. Les sens de circulation ont changé à plusieurs reprises, d'une semaine sur l'autre, voire d'un jour à l'autre, il a fallu s'adapter. Et puis l'inconvénient qu'on peut citer aussi, c'est le bruit, parce qu'effectivement au niveau des bureaux qui sont à proximité ou des riverains, ça a été une nuisance importante, oui. C'est un problème des fois de se retrouver coincé pendant pas mal de temps dans les bouchons. Heureuse d'avoir effectivement le tram qui va passer devant et puis en espérant que ça soit relativement agréable aussi parce que ça sera beaucoup plus calme que ce que c'est maintenant. Il y aura moins de bouchons, moins de voitures et ce sera quand même nettement plus agréable, donc vivement la fin des travaux, ouais, clairement. Ouais. Ça sera certainement mieux quand ça sera fini, hein. Ça sera nickel je pense, parce qu'actuellement c'est pas la peine, hein. Ça nous empêche de travailler à 70. Les suites de la libération de nos deux confrères de France 3, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, hier soir, lors de la 25e nuit de la presse qui avait lieu au Théâtre de la Mer de Sète. Un hommage leur a été rendu. Une banderole avec les photos d'Hervé et Stéphane a été symboliquement décrochée. Une autre opération du même type sera organisée ce lundi 4 juillet, notamment sur la place de la Comédie. La banderole installée sur l'Opéra sera à son tour décrochée. Rendez-vous donc le 4 juillet à 19 h. Nous vous en parlions déjà il y a quelques semaines. L'Agglo de Montpellier lance une nouvelle mise en garde. Une personne se fait passer encore une nouvelle fois donc pour un agent de la collectivité. Il demande à visiter les maisons des particuliers sous prétexte de mener une étude sur l'eau. Cette personne a été aperçue hier sur la commune de Castelnau-le-Lez. Montpellier Agglomération signale que cet individu est un imposteur. Aucune étude sur l'eau n'est menée en ce moment. Depuis aujourd'hui, 1er juillet, le dispositif feu de forêt est activé dans l'Hérault. Les effectifs de pompiers sont renforcés, 520 hommes au minimum et jusqu'à 800 en cas de risque sévère. Et c'était le cas ces derniers jours autour de Montpellier, à cause notamment du vent. À noter qu'à partir du 14 juillet, la flotte aérienne départementale passera de 4 à 8 avions appuyés par 2 hélicoptères. Les ressortissants marocains présents dans la région sont appelés aux urnes et ils ont 3 jours pour voter. Ils sont invités à se prononcer sur la réforme constitutienne proposée dans leur pays par le roi Mohamed VI. Plusieurs bureaux de vote sont ouverts à Montpellier et à Sète. Explication Nicolas Paolorsi et Nina Séverac.
C'est la première fois que les Marocains votent sur le sol français. À la mosquée de la Paillade, ils sont plus d'une cinquantaine à attendre leur tour après la prière quotidienne. L'enjeu, adopter ou refuser la réforme constitutionnelle de Mohamed VI. Plus de liberté, d'égalité entre ethnies et simplement de démocratie, ce sont les principaux points pour lesquels les Marocains se sont mobilisés. Les Marocains sont contents de voter. Vous voyez là, ils sont venus d'une manière massive. Là, on les attendait à 14h et à 15h, on les attendait. Et demain, on attendrait plus demain. Un scrutin unique qui s'annonce favorable à la nouvelle constitution. Pour les ressortissants, il s'agit donc d'une véritable avancée. C'est important pour le peuple marocain d'avoir vraiment une démocratie. On est là pour le droit. Et vive le Maroc, vive le roi. On ne va pas dire une grande satisfaction, mais c'est une satisfaction. C'est-à-dire que la grande satisfaction, ça sera après le dépouillement du vote. Mais en général, c'est une satisfaction. Pendant 3 jours, ce sont plus de 18 000 Marocains qui seront attendus à la Paillade et au consulat du Maroc. Les 2 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h jusqu'à dimanche soir. Une bonne nouvelle pour les footballeurs du MHFC qui ont repris l'entraînement avant-hier. Ils évolueront à partir du mois prochain sur une pelouse totalement refaite à la Mosson. L'ancien tapis végétal avait déjà 6 ans. Le temps était venu de le remplacer en totalité. Et ce ne sera pas du luxe car la nouvelle pelouse risque d'être particulièrement sollicitée. On peut en effet imaginer que les rugbymen du MHR y joueront peut-être leur match de H-Cup l'an prochain. C'est le dernier faïencier de Montpellier, François Siffre, perpétue la tradition familiale, présente depuis 3 générations. Le céramiste produit notamment des pots de pharmacie. Sarah Torres est allée à la découverte d'un métier en voie de disparition. Regardez. C'est à Sainte-Croix-de-Quintillargues, à une trentaine de kilomètres de Montpellier, que se trouve peut-être l'un des derniers faïenciers. Depuis 3 générations, le savoir se transmet de père en fils. C'est par la fabrication de services de table, de soupières, que l'histoire débute. Elle continue ensuite en façonnant des pots à pharmacie pour officines et apothicaires. Donc l'émail cru, c'est la spécificité de cette faïence. C'est-à-dire que le décor va se vitrifier en même temps que l'émail. Donc c'est un décor inaltérable. Une application minutieuse et délicate qui prend beaucoup de temps. C'est une centaine d'heures de travail. Voilà. Tout compris, le tournage, le montage du pied, la fixation des anses, ce qu'on appelle le tournassage, ensuite le séchage, qui est une partie très délicate parce qu'il faut qu'il sèche très lentement pour qu'il n'y ait pas de déformation. Un travail qui ne fait pas peur à François. Depuis l'âge de 14 ans, il sait ce qu'il veut faire et ne se voyait pas autrement. Après 34 ans de métier, il ne compte pas abandonner sa passion. Pourtant, il a bien conscience que son savoir-faire pourrait disparaître à cause de la méconnaissance de cet art, mais aussi à cause du manque de popularité. C'est plus facile d'acheter du moderne que d'acheter de l'ancien. Aujourd'hui, tout est fait de sky, de plastique. Si aujourd'hui, la faïence ne crée plus d'émules, elle connaît ses heures de gloire sous le règne de Louis XIV. Ruiné par de nombreuses guerres, il fait fondre la vaisselle d'or et d'argent et la remplace alors par de la faïence blanche, la plus noble. Cet engouement désormais disparaît et met en péril toute une profession. Je pense que les futurs faïenciers auront beaucoup de mal à en vivre. Parce que nous, en 3e génération, on a un nom, on a une renommée importante, on survit. Pour continuer à faire ce qu'il aime, François pense à se moderniser, trouve d'autres créneaux et souhaite exposer ses faïences au sein d'hôtels privés, de restaurants ou encore de châteaux. Avis aux amateurs. C'est la fin de la saga Printemps des comédiens avec l'inénarrable Jean Kahn et son intrépide caméraman et monteur Louis Tolleron. Une équipe de choc qui nous propose un bouquet final ce soir. Ils ont interrogé les journalistes qui ont suivi le Printemps des comédiens cette année. Autre sentiment, celui du directeur Jean Varela. Alors je vais tenter d'établir une dernière fois la liaison avec le domaine d'eau. Jean Kahn, est-ce que vous nous recevez ? Oui, ok, je vous reçois 5 sur 5, c'est la dernière du Printemps des comédiens. Je suis entouré de toutes mes consoeuses. Belle femme, un peu déchaînée.
Qu'est-ce qu'il y a, une question? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un peu de folie là, j'espère que ça passera pas ta connerie là. Donc je vais un peu demander à tout le monde alors qu'est-ce que vous avez aimé vous? Alors moi j'ai aimé la déambulation. J'en ai préféré deux, je peux dire les deux? Ouais, chiche. Alors la chambre d'Isabella, évidemment, de Jan Lowers, et les règles du savoir-vivre, mise en scène par Richard Mitou. L'homme qui rit, avec Guillaume. Spectacle préféré, j'ai adoré les règles du savoir-vivre. J'avais déjà vu à la création à Gramont, là je me suis régalée. J'ai bien aimé aussi Dromesco, le quai des oubliés, parce que justement ça change un petit peu, justement, qu'il n'y ait pas d'animaux. Et donc le spectacle n'est peut-être pas parfait, mais enfin il y a du charme, il y a de la réflexion. Contrairement à ce qu'on a dit, moi j'ai beaucoup aimé ce spectacle. Les règles du savoir-vivre, parce que c'était plein de surprises, c'était très généreux, il y avait plein de comédiens montpelliérains, c'était une troupe, un vrai travail de troupe, un vrai travail de famille. Et puis Jan Lowers, voilà, parce que ça nous a mis devant une forme esthétique assez inédite, et là aussi il y avait moyen d'être dépaysé. Voilà. Les règles du savoir-vivre. C'est vrai? Ah oui, vraiment. Pourquoi? Oui, parce qu'il s'appropriait complètement le domaine d'eau, et que c'était un texte très subtil. Alors, cette année, au Printemps des Comédiens, 42 000 spectateurs, c'est-à-dire le même nombre que l'an dernier. Ça s'arrose. Ça s'arrose, ouais. Allez. Bon, 42 000 spectateurs, 56 spectacles, 124 représentations. Heureux? Très, très heureux de voir que le public nous a suivis, a été présent, a été curieux et a accepté le tournant artistique que nous avons mis en place. Alors ça a commencé par un clown. C'est la VAR. Grand moment. Oui. Alors, on se rappelle doucement un petit peu, on va voir quelques images. Là. Alors c'est la VAR qui a été un moment magique, merveilleux, qui a rassemblé je crois 6 ou 7 000 spectateurs. Ensuite nous avons enchaîné avec le Chaperon Rouge de Pomerat, la tempête de Lavaudan dans l'amphi. Lavaudan disponible, super personnage parce que vraiment il a été avec nous, vraiment sympa. Magnifique personne qui adore le théâtre, qui est revenu là pour mettre en place l'état civil, le travail qu'il a fait avec les élèves du conservatoire. Hommage à Gabi avec cette expo, et j'ai été très heureux parce que beaucoup de spectateurs s'arrêtaient devant les panneaux pour lire regardez-les là et voir les photos. Et puis nous avons eu Jean-François Zigel et Antoine Hervé avec ce double messieurs qui nous a préparé à la flûte enchantée, les concerts au Coucoulier, Harold Lopez-Noussa et Tigran Amazian, Micro de Pierre Régal qui a beaucoup bougé au niveau musical et au niveau du public, et puis la Chambre d'Isabella. Et mon coup de cœur, le choc, la Chambre d'Isabella, le spectacle total avec la magnifique Viviane Demain. Mon coup de cœur, Tempête sous un crâne, l'adaptation des Misérables, qui a été un spectacle qu'on reverra à Montpellier cette saison au théâtre Jean Villard et à Béziers à Sortie Ouest. Les règles du savoir-vivre quand même qui ont fait l'unanimité quand même. Le travail de Richard Mitou sur le texte de Lagarce avec toute cette jeune équipe issue de l'école de Montpellier qui a embarqué littéralement le public dans le parc extraordinaire historique du domaine d'eau pour 15 représentations. Ça a été un moment merveilleux, et de voir toute cette équipe artistique présente ici, portée par l'équipe du printemps, mais c'est une production maison, ça a donné du lien, ça a donné de la joie, de l'émotion à cette pinède là où on passait des soirées formidables. Un autre moment merveilleux, ça a été la rencontre Jean-Claude Carrière et Pierre Etex, un moment de jubilation absolue de voir ces deux messieurs. Le retour de Pierre Etex. Le retour de Pierre Etex, et cette rencontre entre les deux compères était magnifique. Qui était dans la misère totale, faut dire. Qui était dans l'abandon et la misère totale, et qui nous réapparaît comme ça pour notre plus grand plaisir. Et une surprise? Une surprise, la fidélité et l'enthousiasme du public, et le fait que les gens viennent me parler, me raconter leur festival, le récit de leur festival. Et tant qu'ils ne disent pas leur malheur, c'est bon. Certains me disent leur malheur, mais ça fait partie du débat, et quand on fait une programmation comme celle-là, avec des objets atypiques, il ne faut pas s'attendre à l'unanimité, mais c'est pas le but. Le but, c'est de créer la discussion, le débat, le contentement, la déception, et je pense que tout ça va nous accompagner tout au long de l'hiver, les longues soirées d'hiver, pour nous mener à l'édition 2012. Où vous êtes? Où je serai. Et signe, merci donc à toute l'équipe à travers vous, on remercie toute l'équipe, Isabelle qui nous a bien aidé, tout ça. On remercie pas Jeanne Moreau qui n'a pas voulu nous parler, ni Dao qui n'a pas voulu nous parler, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Mais ils nous ont livré un tellement beau spectacle, ils nous ont parlé par les mots de Jean Genet. Bon. Allez, on va déjeuner. On va déjeuner. À la vôtre.
Voilà, Jean Kahn, que vous pourrez retrouver à travers un certain nombre de surprises cet été sur l'antenne de TV Sud. Et puis pour terminer, un clin d'œil, un confrère de presse écrite, ou plutôt deux références qui s'associent pour l'été. Le Journal des plages, leader de l'info estivale, et 20 minutes, premier quotidien gratuit d'information, se rejoignent pour éditer un gratuit commun disponible sur tout le littoral français. 17 éditions au total. Chez nous, il couvrira une large zone depuis le Gros-du-Roi jusqu'à Villeneuve-les-Maguelones. Sorties, marché, festival, balade, tout ce qu'il faut savoir pour passer de bonnes vacances. Premier numéro demain, donc 2 juillet, et c'est gratuit. C'est la fin de ce journal, le dernier de cette saison. À partir de ce lundi 4 juillet, vous retrouverez un autre journal quotidien, celui des fêtes votives, toujours à 19h30. Un grand merci à toutes les équipes, notamment techniques de TV Sud. On se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures. Passez un très bel été sur TV Sud. À très bientôt.